Les sources relatives à l'aventure de Jeanne d'Arc sont très nombreuses dès le moment où elle apparaît. Le greffier du Parlement de Paris en entend parler à Paris, il entend parler d'une fille avec une épée et un étendard, et c'est ce qu'il représente. Mais toutes sortes d'autres contemporains ont écrit des lettres, soit qu'ils aient vu Jeanne d'Arc et qu'ils veuillent raconter à tous à quel point elle était un personnage miraculeux, soit au contraire qu'ils soient du côté bourguignon et qu'ils voulaient raconter à tous à quel point c'était une sorcière qui jetait des maléfices sur l'armée anglaise, laquelle, prise de peur, détalait le plus vite possible. Il s'agit d'un registre qui fait partie du fonds du Parlement de Paris. Ce registre est un registre dit du Conseil. Alors on n'y trouve pas les arrêts transcrits, mais les délibérations de la Cour. Et en plus de ces décisions, il note les événements importants qui jalonnent la vie du royaume. C'est le registre peut-être le plus connu, parce qu'il contient un célèbre portrait de Jeanne d'Arc, ou plutôt, je dirais, une représentation, parce que ce n'est sans doute pas un portrait réaliste. Il s'agit de la levée du siège d'Orléans en 1429. C'est le premier événement important et connu de la vie de Jeanne d'Arc. Et le greffier, il est sans doute surpris. Il a entendu dire qu'une femme conduisait l'armée du roi avec les autres capitaines. Et il veut qu'on garde une mémoire de cet événement et il fait ce petit croquis dans la marge. Les batailles auxquelles elle participe, c'est noté au jour le jour avec 1 ou 2 jours de décalage. Le greffier mentionne par quelques lignes, ce n'est pas très long, mais mentionne la bataille, où elle s'est passée, comment ça s'est passé. On a des détails sur sa capture devant Compiègne par Jean de Luxembourg. Il explique comment ça s'est passé. Et ensuite, donc, il évoque aussi son supplice à Rouen. Les sources sur Jeanne d'Arc, c'est d'abord bien évidemment les 2 procès. Celui de 1431 à Rouen, qui est le procès de condamnation, où Jeanne d'Arc est la seule à parler, plus exactement à répondre aux questions des juges, et qui dure quand même plusieurs semaines, et qui a été enregistré pratiquement tous les soirs, jour après jour. Et puis celui de 1456, quand le roi qui était à nouveau le maître dans son royaume, avait reconquis la Normandie et avait récupéré le procès en condamnation aussi, parce qu'il fallait l'avoir pour le faire annuler, a entrepris une procédure d'annulation, où il n'apparaissait pas officiellement d'ailleurs, puisque c'est la famille de Jeanne d'Arc qui a demandé l'annulation, parce qu'il n'était plus possible que le roi de France, venu puissant, incontesté, doive sa couronne à une hérétique, et c'est bien Jeanne qui l'avait fait sacrer à Reims le 17 juillet 1429. Sur Jeanne d'Arc, on cherche des nouveautés. Tout le monde voudrait bien trouver un jour un portrait de Jeanne d'Arc dont le visage est parfaitement inconnu. Il y a toujours un mystère, un secret Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est rationnellement explicable jusqu'à un certain point, mais vous êtes bien embarrassé pour expliquer les voix. Et bon, ça a provoqué des tonnes de littérature, bien sûr, en tout genre. D'un côté, on a pu dire c'était une malade, elle était schizophrène, c'était un complot et on lui parlait derrière le rideau. Enfin bon, il y a eu toute une série d'explications possibles. Et puis, moi, la seule explication que je pense un historien puisse donner, c'est que tout le monde y a cru, et que donc la croyance fait la réalité. Dans la mesure où tout le monde croyait à ces voix sont réelles et elles ont fonctionné comme si elles l'étaient. Et donc ça ne sert à rien, enfin je pense, de se poser la question de savoir si on pourrait expliquer rationnellement les voix. Et donc il y a toujours dans Jeanne d'Arc une part de non expliqué. Et comme cette part de non expliqué devient dans une société comme la nôtre, qui veut tout expliquer rationnellement, eh bien, impossible à supporter. Et donc, on cherche toujours, on invente des choses totalement impossibles, en tout cas qui étaient impossibles au XVe, des explications qui pour notre société seraient peut-être valables, mais qui pour le XVe siècle ne le sont pas. Le problème des historiens non professionnels, c'est qu'ils ne se rendent pas compte
que la société du 15e n'a pas grand-chose à voir avec la nôtre, que les raisonnements ne sont pas les mêmes, que les croyances ne sont pas les mêmes, et que donc on ne peut pas raisonner de la même façon. Il y a un effort de distanciation. Et ça, pour arriver, il faut savoir beaucoup de choses pour arriver à distancier.